on revient toujours encore aux questions posées par l'homme psychologique. L'amour universel, c'est quoi? C'est l'amour de quoi? L'attraction universelle, la loi d'attraction, c'est l'amour. Et une chose s'attire de par sa constitution, hein, de par les mécanismes qui régissent même son expression. C'est pour ça qu'il y a attraction ou répulsion ou neutralité. Et il n'y a rien dans un individu supramental, disons, qui va le porter à essayer d'attirer. Être attiré, c'est être manipulé, puis attirer, c'est tenter de manipuler. Et quand tu attires, par le fait même, tu es attiré, ce qui fait que, veux pas, si tu veux jouer avec ce jeu-là, d'essayer d'aimer, universellement ou bien non, très individuellement, celui qui veut aimer, ben, est manipulé de par son expressivité et manipule évidemment d'autres choses. L'être supramental n'a rien à foutre avec l'amour universel dans le sens, disons, qu'on peut poser une question comme ça. L'individu psychologique a comme concept moral que l'être humain, que l'amour, c'est quelque chose d'important dans le plan évolutionnaire de l'homme. L'amour, c'est quelque chose d'important, oui, pas l'amour psychologique, donc l'amour que l'homme connaît, c'est une foutaise, encore une fois, c'est pas important du tout, parce que les guerres ont été beaucoup plus importantes que la paix. La paix, c'est un état de stagnation qui amène l'individu à ne pas se servir des ressources de tous ses corps pour arriver à devoir survivre. Puis l'être humain vit et meurt, l'être humain a un potentiel de risque de mourir. Pourquoi? Pour que justement l'être psychologique arrive à admettre qu'il doit se servir de toutes ses potentialités corporelles, de tous ses corps, pour pouvoir survivre. Si tu es immortel, tu n'as pas d'expérience, à peu près pas d'expérience à vivre ou que tu vas tenter, tant que ton immortalité n'est pas régie par une intelligence. Sinon, tu fais juste stagner. La paix, c'est un choc d'évolution dans l'humanité. La paix, c'est quoi? C'est qu'après la guerre, tu as quelques années de processus d'évolution qui vont continuer pendant la paix, mais après une trop longue paix, il n'y a plus d'évolution approximative dans la collectivité. Dans certaines exceptions, tu en as, mais pas dans la collectivité. L'amour universel, l'amour psychologique, ça a été un grand frein. Quand le Nazarien parlait d'amour, il parlait évidemment de relier des collectivités ensemble pour en faire des sociétés un peu plus grosses et un peu plus complètes. C'était intelligent, mais il n'a jamais demandé de ne pas faire la guerre. Il a dit d'aimer aussi nos ennemis. Et si tu es mon ennemi et que je t'aime, cela veut dire que je t'attire à moi. Et si j'attire mon ennemi à moi, ben je vais devoir me battre contre lui. Parce que mon ennemi reste un ennemi, même si je l'aime. Alors, si tu es à 50 000 de moi avec un épée et que je t'attire pour que tu viennes te planter devant moi et qu'on est deux ennemis, bien, on va se battre. Et ça, c'est l'amour. Mais on se réunit. L'amour universel ou l'amour tout court dans le plan réel, donc l'amour, disons, de façon ésotérique, c'est une loi d'attraction, au même titre que l'aimant aime le faire. Et l'amour psychologique, elle, c'est un amour qui est déterminé par les concepts, par la psychologie d'un individu, par rapport aux stimuli qu'il peut percevoir dans sa psychologie. Stimuli, évidemment, qui vont venir d'une information intérieure, donc mémorielle, ou d'informations sensorielles qui viennent donc de l'extérieur. Alors, la notion d'amour universel chez un individu supramental, telle que la question est posée, ben, c'est très, 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 très loin, hein? L'être supramental n'a pas d'amour universel, en ce sens qu'il n'a pas de recherche d'amour, qu'il n'a pas de désir d'exprimer l'amour, qu'il n'a pas de désir d'attirer quoi que ce soit. Il n'y a aucun être relié à l'énergie supramentale qui va aimer comme l'être humain aime, puis comme l'être humain veut aimer. Oh, certaines personnes vont dire, ça veut dire ça qu'ils détestent ou encore qu'ils se balancent de l'humanité, ça n'a aucun rapport. Quelqu'un qui aime se balance autant. On a des individus qui aiment tellement qu'ils vont même aller jusqu'à étouffer ceux qui vont serrer sur eux autres. Hein? Bon, alors ça, c'est l'amour. Et l'amour universel, c'est aimer l'univers. Et je l'ai déjà dit de toute façon qu'un individu qui connaissait l'amour est un individu qui aimait tout. Et s'il aime tout, c'est qu'il n'y a aucun préjugé ou préconception psychologique qui va essayer de canaliser l'énergie de l'amour pour l'envoyer sur un individu plutôt que sur un autre. Si tu canalises une forme d'énergie, disons, qui est une énergie d'attraction, qui est de l'amour, et que c'est l'amour psychologique, et tu décides que tu aimes tel être et que tu n'aimes pas tel autre être, donc que tu peux même aller jusqu'à détester telle autre forme d'être, c'est pas de l'amour. L'amour, ça a comme fondement que ça ne connaît pas l'amour. L'amour, ça n'aime pas. Alors, vu que l'amour n'aime pas, il est partout. Il ne détermine pas où il va et où il ne va pas, parce que l'amour n'aime pas telle chose, il n'y va pas, et il aime telle autre chose, il y va. Alors, l'amour, c'est une loi d'attraction. Et toutes les choses s'attirent. L'homme reste planté sur sa planète Terre parce que la Terre l'aime. Et l'homme l'aime. Ils restent ensemble. Et l'attraction universelle, l'amour universel, pour l'être supramental, ce n'est pas un désir. Ce n'est simplement que la constatation d'un fait.
Et l'énergie de l'amour, c'est pas un phénomène psychologique, c'est un phénomène qui est au niveau de tous les plans. Du moment que tu as un phénomène spatial et automatiquement un phénomène temporel, tu as déplacement. Si tu as de l'espace et du temps, tu as déplacement. Et ce déplacement-là, c'est l'amour. Et dans un continuum où il y a le temps et l'espace, dans le continuum de nos galaxies, justement, où l'on vit, où l'on peut avoir l'impression d'évoluer, parce qu'il y a le temps, automatiquement, il y a amour. C'est une loi d'attraction. Et l'attraction ne peut pas être, disons, comprise ou déterminée par un cerveau ou une psychologie qui regarde une chose par rapport à un autre point. Parce qu'en regardant deux choses, tu peux avoir l'impression qu'il y a répulsion. Mais c'est toujours la même loi d'attraction. Parce qu'il faut bien comprendre que la répulsion, ce n'est rien d'autre que l'attraction plus forte dans le sens opposé. Alors, si le verre se répulse de moi, c'est que tu l'attires plus que moi. Mais il n'y a pas répulsion dans la loi d'attraction. Il n'y a qu'attraction. C'est régi sur la même loi. C'est la même chose, sauf que duellement parlant, c'est vu par l'homme qui est, disons, manipulé, qui est pris dans le carcan du temps et de l'espace, et lui voit d'un point par rapport à un autre qu'il y a répulsion ou attraction. Il n'y a qu'un processus qui est l'attraction, et cette attraction-là est un déplacement. C'est une énergie. L'énergie est un déplacement qui est régi par deux fondements, le temps et l'espace. Et qu'est-ce que le temps? Le temps est une quantité d'espace. Qu'est-ce que l'espace? L'espace est une quantité de temps. Et ces deux choses-là s'annulent eux-mêmes de par leur définition parce qu'elles n'existent pas. Mais ils existent. Alors, dans le continuum, disons, spatio-temporel de tous nos univers, de tous nos galaxies, et même de nos super-univers, on a évidemment la loi d'attraction. Qu'est-ce que l'être supramental fait à l'intérieur de ça? Il fait la même chose qu'un aimant qui est attiré ou qui attire du métal. Il s'en fout. Il ne recherche pas quelque chose qui est déjà là et il n'essaie pas d'adapter quelque chose qui est déjà là, un mécanisme déjà présent, à sa propre idéologie. Ce que l'homme psychologique va faire. Alors, l'amour universel, qu'est-ce que ça veut dire pour un être humain? Par contre, Daniel, est-ce qu'on pourrait pas dire que l'individu supramental est plus appelé à ce que la loi d'attraction travaille avec lui? Non. Si on prend par exemple Aurobindo et Mère, de la façon que se sont rencontrés. Non, la loi d'attraction, premièrement, selon ton taux vibratoire, tu es attiré par d'autres formes d'énergie. Alors, automatiquement, l'expérience, parce qu'il y a l'expérience qui est amenée par l'être humain psychologique, le 90% des expériences planétaires, et tu as l'expérience amenée par l'énergie mentale ou par l'énergie supramentale, l'énergie supramentale étant le premier plan extraterrestre. Et l'individu qui vibre différemment et va donc être attiré par des événements différents. Donc, si c'est un événement bâti par l'énergie supramentale, l'individu est donc manipulé par Dieu, et l'individu se promène dans des plans construits par l'énergie supramentale. Ce qui était le cas d'Aurobindo, ce qui a été aussi le cas de Krishnamurti, et ce qui a été le cas de d'autres individus. Alors, ce qui fait que l'individu même n'a pas plus d'attraction qu'un autre, mais il n'aura pas une attraction face aux mêmes choses. Et de plus en plus, l'individu aura une attraction. Quand je parle qu'il n'aura pas d'attraction face aux mêmes choses, je parle évidemment au niveau du plan psychologique. Dans la réalité des choses, l'individu reste attiré par les mêmes processus, par les mêmes phénomènes, mais cela ne laissera pas les mêmes genres de traces ou d'impressions dans sa psychologie. Parce que l'individu prend Aurobindo, il aimait les hommes autant qu'il les aimait avant, mais il n'en souffrait plus. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une attraction psychologique, c'était une attraction soit mentale, soit supramentale, ou soit encore en collectivité sur tous les plans. Donc, il ne pouvait souffrir que toi, tu ne l'aimes pas, parce que dans la réalité d'une vision supramentale, tu ne peux pas ne pas m'aimer. Regarde deux individus qui s'aiment et qui se collent ensemble, et regarde deux individus qui s'haïssent et qui se battent ensemble. Et plus souvent qu'autrement, ce que tu détestes le plus dans ta vie prend plus de place que ce que tu aimes dans ta vie. Bon, je parle évidemment d'amour psychologique. Ce qui fait que la loi d'attraction, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, reste régie et reste régie par les mêmes formes, par les mêmes expressions, et tu restes enclin à aimer de toute manière que tu détestes ou non. Alors, ce qui fait qu'une vision supramentale de l'amour humain serait simplement que moi, j'ai pas besoin de te dire que je t'aime, tu es à côté de moi. Donc, je t'attire. On a une loi d'attraction. Le fait de le mettre en mots est une absurdité au niveau supramental. Bon, et toi, tu me dis, moi, je t'aime pas. Ben moi, personnellement, je vois que tu es là. Donc, en partant, tu m'aimes. En ce sens que la loi d'attraction reste complètement parfaite. Mais la vision que ta psychologie en fait, je m'en balance, c'est une illusion.
Alors réellement, l'être supramental, disons, qui voit la loi d'attraction, l'amour, ne peut pas souffrir du fait qu'un individu ne la voit pas et être heureux qu'un autre la voit. Si tu dis que tu m'aimes pas, c'est que tu ne vois pas la loi d'attraction. Mais tu ne changes rien à cette loi, mais tu ne la vois pas. Alors pourquoi moi, il faudrait que je souffre du fait que tu ne la vois pas? Ce serait une aberration et ce serait typique d'un être psychologique et non pas supramental. Ce ne serait pas une vision supramentale. Et de toute façon, l'attraction reste la même. Ce n'est pas la perception que tu en as qui transforme quoi que ce soit. Elle ne fait que transformer ton idée psychologique, ta conception, ton idéalisation et évidemment, à la longue, ton expression. Mais dans la réalité des choses, il n'y a rien qui a été changé. L'être humain aime. Il aime comme, s'il y a quelque chose dans l'univers qui aime, c'est bien l'homme. Il aime, il aime et il aime. D'ailleurs, il est égoïste et il canalise tout vers lui. Il aime en crime. Et l'être humain a un amour universel. Pourquoi? Parce que l'être humain est dans l'univers et que l'amour universel n'est pas régi par l'être humain, donc l'être humain n'a pas le choix. L'être humain aime, mais l'être humain perçoit, interprète, déforme dans sa psychologie des énergies, des formes, des choses qui passent, des courants, et il croit que cette déformation-là, ben, qu'il est suffisamment puissant pour qu'elle devienne réalité. Alors, des êtres humains se détestent, donc ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas psychologiquement, c'est-à-dire que les idées conceptuelles dans l'idéologie psychologique n'ont pas tendance à se rapprocher, n'ont pas tendance à donner l'impression qu'ils se rapprochent selon le concept même du rapprochement. Mais quand les Russes et les Américains se rencontrent à une même table pour discuter de désarmement, ils se rapprochent. Puis dans les journaux, on va dire que le rapprochement est de plus en plus difficile. Crime, ils se rapprochent tellement qu'à un moment donné, ils peuvent même arriver jusqu'à se taper dessus. Alors ils se rapprochent. La loi d'attraction, elle agit. Dans la psychologie déformatrice de l'homme, il peut y avoir perception fautive. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas connaître l'amour. On veut que l'amour soit ce qu'on décide qu'elle soit. Mais on ne veut pas la connaître. Alors automatiquement, on pense que cet amour-là n'existe pas, et l'homme recherche l'amour universel qui serait parfaitement identique à la conception qu'ils ont de l'amour universel. Mais ils se foutent royalement de savoir ce qu'est l'amour. Tu veux connaître Dieu comme il est, tu te balances bien de ce qui est. Alors, l'amour, c'est le même phénomène. Alors, l'amour reste total. C'est une loi qui est régie par le temps et l'espace, et l'homme est dans un continuum spatio-temporel. Et la loi d'attraction, elle existe, même si dans la psychologie, il paraît répulsion. Il n'y a répulsion que dans la psychologie. L'énergie supramentale était suffisamment diplomate, disons, pour exprimer dans la matière des formes qui vont donner l'impression à la matière qu'il y a attraction ou répulsion. Mais dans la réalité même de l'énergie supramentale, hors diplomatie, il n'y a qu'attraction, il ne peut y avoir qu'attraction. Si une énergie s'intéresse à te faire peur ou à t'attirer, elle est attirée par toi. Il y a donc loi d'amour et amour universel. Et quand on parle d'amour universel, disons, d'une façon ésotérique, on ne parle pas d'amour étendu à l'échelle universelle. On parle d'amour total, global. Et non pas, c'est pas une question de distance ou de superficie à couvrir, l'amour universel. Elle est universellement là, et on n'a pas le choix. L'énergie supramentale perçoit l'amour comme ce qu'elle est, donc une loi d'attraction. L'énergie vitale est amour, je peux la communiquer, c'est-à-dire que je peux concentrer une dose d'énergie vitale dans une partie de mon corps, et automatiquement elle est attirée par ton corps, donc il peut y avoir guérison. Mais le fait même que j'ai soif prouve la loi d'attraction, l'attraction moléculaire, j'ai besoin de certaines choses que j'ai pas et je vais me mettre en quête physiquement d'une recherche. Psychologiquement, je peux même aller jusqu'à accentuer ma recherche parce que la psychologie croit que le corps fait partie d'elle-même, donc le corps a soif, c'est elle qui a soif, fait qu'elle elle peut même avoir peur de manquer d'eau, même si elle n'a pas besoin d'eau, elle s'imagine. Alors la loi d'attraction reste totale et complète. L'homme qui n'aime pas, un individu qui n'a pas d'amour, que personne n'aime, que tout le monde déteste, ben, l'air reste collé sur sa peau quand même. Et quand il se baigne, l'eau reste collée sur sa peau. Et lui, il reste collé sur le plan planétaire. Et lui est relié à toutes les manipulations de l'astral quand même parce qu'il les aime, parce qu'il les attire. Et l'individu, quand il lui passe à côté, l'autre s'éloigne, il y a attraction, même si dans la complémentarité, disons visuelle, matérielle, il y a répulsion. En réalité, il y a manipulation parce qu'un est obligé de se déplacer dans le temps et dans l'espace parce qu'il y a présence de l'autre. Donc, il y a manipulation. S'il y a manipulation, c'est qu'il y a un contact. Et un contact tellement puissant que dans l'expressivité corporelle, il y a un mouvement que toi, tu appelles répulsion parce que tu ne vois pas où est la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est pas quand deux corps se rapprochent, c'est au niveau énergétique.
Et l'énergie d'un corps n'est pas simplement limitée à sa forme corporelle. Et même s'il y a déplacement, disons, vers un autre point, c'est qu'il y a loi d'attraction. Pourquoi il y a loi d'attraction? Moi, je passe ici, et l'autre passe là, et toi, tu es entre les deux. Et le fait que moi, je sois ici, je ne te répulse pas. Lui, ici, devient amplifié, et lui t'attire, tu bouges. Mais dans la psychologie de l'homme, il y a répulsion parce qu'on ne voit jamais la supériorité d'un aimant. Tu as deux individus qui se détestent, donc qui, en apparence, ont une répulsion, et tu les places sur une même île, veut pas, à un moment donné, et même souvent, même s'ils s'éloignent, ils vont se rapprocher. Bon, et si tu les places avec un millionnaire à côté, automatiquement, il y en a un qui va être répulsé, qui va aller vers l'autre. Il y a toujours une loi d'attraction, mais il y a toujours un potentiel qui a plus d'énergie. La masse dans l'espace, la masse, ce n'est pas le volume. Qu'est-ce que la masse? La masse, c'est simplement la quantité d'énergie qui peut être contenue dans un minimum d'espace. Donc, qui peut être actif dans un minimum de temps. Parce que l'espace et le temps sont la même chose. Donc, si tu as 1 cm3, disons, de noyau d'atomes, qui est tellement concentré, il y a une masse extraordinaire, mais il y a un volume petit, sa masse est tellement extraordinaire que dans le temps, pour un minimum de temps, il va être capable d'attirer un maximum de choses. Le petit centimètre cube, en termes de poids, tu le déposerais sur la Terre, puis traverser la Terre bord en bord. C'est trop pesant, en termes de masse. Tu le places dans l'espace, la Lune se dirige direct dessus. Et vu qu'il a une masse extraordinaire, il ne bougera pas. La Lune va se déplacer, la Terre va se déplacer. Et tout ça est question de masse. Si la Terre a une masse, et que toi tu as une masse, et c'est un fait, ta masse, elle est tellement petite comparativement au plan planétaire que si tu sautes dans les airs, la Terre ne monte pas te rejoindre, tu redescends rejoindre la Terre. Mais si ta masse est amplifiée par la quantité d'énergie que tu peux, conserver, condenser en toi, il vient un temps où, disons, ta masse deviendrait supérieure à celle de la Terre. Toutes les fois que tu sauterais, la Terre te collerait aux pieds. Elle devrait se déplacer. Bon, alors la question de masse, il faut bien voir une chose. En énergie psychologique, en énergie vitale, regarde un individu qui a une énergie vitale extraordinaire, qui a une énergie, disons, astrale, qui est, disons, légèrement sous contrôle par l'énergie mentale, qui rentre dans une pièce. Automatiquement, tout le monde le sent, tout le monde le perçoit. Sa masse étant plus forte que l'ensemble, le monde va bouger pour lui. Il va aller s'asseoir dans un coin et le monde va venir le rejoindre. Parce que sa masse est plus forte, il attire. Maintenant, on est ensemble tous les deux et un individu rentre, se place dans un coin et il a une masse plus forte que la mienne. Tu vas aller le rejoindre en premier, je vais aller le rejoindre, on va lentement aller le rejoindre. Maintenant, mon ego peut être tellement en relation avec l'individu que mon ego peut faire en sorte que ma corporalité physique s'éloigne de lui. On appelle ça l'orgueil. Mais je suis intimement relié avec, parce que je ne suis plus maître de mes pensées parce qu'il est là. Je ne peux pas me déplacer comme je veux, je réagis à ce qu'il fait. Alors, il faut toujours voir la potentialité des masses. Si deux individus saillissent, c'est que quelque part ailleurs, il y a une masse plus forte qui va les attirer. Donc, un individu humain va avoir une répulsion. Dans l'énergie supramentale, il n'y a jamais de répulsion. La répulsion n'existe pas. Place deux individus qui ne sont attirés par rien d'autre à l'extérieur, ils vont se coller ensemble. Et place deux individus qui ont des possibilités d'être attirés par d'autres choses, ils vont y aller. Évidemment, l'attraction dépend de la forme d'énergie, de la vitesse d'énergie et de la masse, donc de la quantité d'énergie que tu possèdes. Si toute ton énergie, 90% de ton énergie humaine est de l'énergie psychologique, tu seras attiré par des phénomènes psychologiques. Autrement dit, je ne t'aime pas, je veux avoir la paix, je m'en vais là. C'est simplement que le cadre là-bas m'attire plus que toi. Mais il n'y a pas répulsion, il y a attraction. Et la masse là-bas est plus forte pour m'attirer que toi, cette masse psychologique qui attire ma masse psychologique. Si tu as une énergie vitale plus forte que l'énergie psychologique, alors automatiquement, c'est surtout la nature qui va pouvoir t'attirer. Ce sont des énergies vitales qui pourront t'attirer. Un être équilibré a donc un potentiel similairement pareil d'énergie dans ses plans, et lui sera attiré ou attirera dépendant de la masse. C'est-à-dire qu'on s'attire tous les deux, mais si ma masse est plus forte, tu vas te déplacer. Regarde simplement l'énergie psychologique, tu cherches un emploi, tu appelles quelqu'un, tu veux le faire déplacer pour venir chez vous, et lui te dit non, moi j'y vais pas, je reste chez moi, j'ai pas le temps, si tu veux venir, tu peux venir. Je suis en train de couper mon gazon.
dépendant de ton contexte psychologique, qui est l'homme psychologique et qui est celui qui se croit tous les autres, alors là, les potentiels de masse sont en train de s'équilibrer. Qui va se déplacer? Qui a le plus de besoin, en réalité, qui a la masse la plus forte en énergie? Moi, j'ai pas de besoin, donc j'ai suffisamment d'énergie. J'ai une masse. Toi, tu as de besoin et ton énergie, tu la mets à l'extérieur parce que tu l'envoies en espion un peu partout et à un moment donné, tu as quelque chose et l'autre ne veut pas venir, ben, en fin de compte, tu te déplaces. Et quand tu arrives chez lui, il est supérieur. Lui a son énergie et sa masse est plus forte. Donc, automatiquement, il y a eu attraction. Sinon, si les deux sont neutres, il va y avoir, donc, un moment d'attente dans le temps et dans l'espace, parce que ce qui t'attire à l'extérieur, pourquoi qu'on est neutres tous les deux, c'est que tout ce que j'ai ici compense l'attraction que tu as pour moi. Donc, je suis neutre avec toi. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de toi, tu veux me vendre un auto, mais j'ai déjà un auto. Mais si j'ai plus d'auto, là, ta masse devient plus forte comparativement à ce que j'ai, parce qu'il me manque un potentiel d'énergie. Alors, je risque de me déplacer pour acheter une auto. Mais si j'ai une auto, tu m'appelles pour m'en vendre une, ben, je vais y penser. Je suis neutre. Parce que ce qui m'attire là est égal à ce que toi tu me présentes, donc je ne me déplace pas. Mais il y a loi d'attraction, même s'il n'y a pas de déplacement dans le physique. Et à un moment donné, j'aime pas mon auto, je lis quelque chose, donc ma psychologie ramasse des énergies, et ça peut finir par faire en sorte que ta masse augmente. Et je vais me déplacer. Alors, il y a toujours loi d'attraction au niveau supramental. L'amour universel n'est pas un amour étendu, n'est pas un amour temporel, n'est pas un amour spatial. C'est une réalité de fait qui est reliée à la conception de tout ce qui est temporel et spatial. À la base, ça fonctionne de la même façon, offre et demande, que l'atome fonctionne. L'atome est relié à l'énergie de l'amour, elle n'a pas le choix. Cette énergie d'amour est régie dans l'expression de la forme par l'énergie vitale, et l'énergie vitale chez l'homme est régie dans l'expression de sa forme par l'énergie psychologique, et l'énergie mentale est encore régie par l'énergie psychologique. À un moment donné, les êtres humains auront une énergie mentale suffisamment puissante pour régir, disons, l'expressivité dans le plan physique de l'énergie astrale, sans colorer l'astral, et elle pourra donc aussi régir l'énergie vitale et physique. Donc, présentement, on a l'offre et la demande, mais tout ça est surtout régi par le plan psychologique qui, lui, se croit l'être réel quand il n'est qu'une illusion, évidemment. Alors, disons que pour l'amour universel, disons comme en résumé, c'est ce qu'on pourrait parler, ce qu'on pourrait dire. Lorsqu'un individu n'a pas évolué génétiquement dans cette vie et meurt, lorsqu'il se réincarne, est-ce la volonté qui permettra à cet être d'évoluer génétiquement? Sinon, quel est l'élément essentiel qui lui permettra cette évolution? Bon, un individu qui, génétiquement, n'a pas réussi à graver son propre cheminement évolutif, disons réel ou psychologique, l'expression d'une énergie transforme automatiquement le plan vital, qui transforme automatiquement la génétique. L'évolution de l'homme réel, ou si on préfère la réelle évolution de l'homme psychologique, est une évolution qui amène l'homme psychologique à exprimer des énergies qui sont réelles. Et lorsqu'une énergie réelle s'exprime, il y a automatiquement mutation dans l'être physique, ce qui fait qu'automatiquement, dans la génétique et dans les enfants qui vont naître, il y aura donc mutation accréditée par le temps et l'espace. Ce sera fait. Maintenant, l'individu qui n'a pas de progéniture, qui meurt, va se réincarner, évidemment, dans un corps plus évolué. Il n'a pas le choix, parce que l'évolution n'a jamais été remise entre les mains de l'homme. L'évolution est un phénomène qui fonctionne hors l'homme, mais l'évolution a besoin de l'homme. L'homme est un phénomène expérientiel pour l'évolution, disons, extraplanétaire, mais l'homme lui-même vit une expérience dans l'évolution. Mais l'évolution n'appartient pas à l'homme. L'homme qui évolue ou qui n'évolue pas n'a pas le choix d'évoluer parce que l'homme fait partie d'un contexte expérientiel et que les mécanismes qui sous-tendent ce contexte d'expérience sont des mécanismes qui obligent l'être humain à évoluer. Alors toi, tu n'évolues pas, tu te drogues, tu fais n'importe quoi, tu meurs. Et quand tu vas renaître dans une vie, disons, future, si ça date, si ta prochaine vie c'est dans 500 ans, bien évidemment, la corporalité physique des individus de cette époque sera évidemment supérieure à la tienne, ce qui fait que déjà, tu naîtras dans un corps supérieur au tien. Et on se fout de savoir, dans l'évolution réelle, si toi, tu as aidé l'humanité à évoluer ou non. Alors, l'individu qui n'a pas de progéniture et qui meurt, quand il va se réincarner, ce n'est pas parce qu'une intelligence supérieure décide de bâtir un corps humain décadent physiquement pour faire payer un karma à un individu. C'est la planète en entière qui paye le karma.
Alors automatiquement, la planète payant le karma, tous les individus sont un micron moins évolués. Mais l'individu même psychologique qui meurt, sa psychologie est digérée par le plan astral planétaire. L'individu psychologique ne se réincarne pas avec ses mémoires. L'individu psychologique n'a pas de mémoire en se réincarnant, autre que les mémoires du plan collectif auxquelles ses vibrations antérieures l'ont assujetti. Mais l'individu qui se réincarne n'a pas un karma antérieur à payer au même titre que, je veux dire, comme on l'entend normalement par l'individu qui a été riche, qui renaît pauvre, et qui a été pauvre, qui renaît riche, etc. Le plan expérientiel de l'être humain a besoin de riches et de pauvres, mais ce n'est pas parce qu'un roi a été mauvais ou parce que tu as fait certains actes, tu as violé un paquet de personnes dans ta vie, que lors de ta prochaine incarnation, tu seras une femme ou un homme et que tu te feras violer 40 fois au cours de ta vie. Par contre, ce qui va arriver, c'est que tu vas te réincarner en fusion avec des individus qui ont sans doute eu le même potentiel énergétique que toi, donc un paquet de violeurs qui vont s'amalgamer ensemble, et on va assister à l'incarnation de plusieurs personnes qui vont être la fusion de tous ceux qui sont morts antérieurement. À ce moment-là, tu es encore régi sous la loi d'attraction. Ben ça, tu as toujours été régi, tu n'as pas le choix. Alors donc, l'individu qui renaît dans l'avenir, renaît dans un corps supérieur, à moins évidemment que de temps en temps, ce qui est normal dans le cas de la génétique, pour pouvoir exterminer. Une évolution intelligente chez l'être humain, je fais un petit détour, qu'est-ce qu'elle ferait? Bien, présentement, c'est impossible. Une évolution intelligente mentale, une société mentale, fait évidemment que tous les enfants handicapés physiquement qui nuisent à l'expressivité de l'énergie supérieure, donc on dirait handicapés mentalement, ne devraient vivre, on s'en fout, mais ne devraient jamais pouvoir s'accoupler. Tous les individus qui ont des torts physiques, maladies qui se transmettent par la génétique, ne devraient pas s'accoupler. Ils ne devraient pas enfanter, sauf si, par l'étude de leur génétique antérieure, donc de leur famille, on est capable de trouver que dans une autre famille, on a des plans, disons, génétique, un code dominateur sur son plan dominateur maladif, ce qui le rendrait récessif. Et là, une personne, par exemple, qui est hémophile, pourrait se marier avec un individu qui n'a pas d'hémophilie. Donc, tu n'as à peu près aucune possibilité que tu aies des enfants hémophiles. Et ces enfants-là devraient se marier avec une autre sanguinité qui n'a pas d'hémophilie. Et eux autres devraient se remarier avec une autre consanguinité qui n'a pas d'hémophilie, et à un moment donné, on n'aurait plus d'hémophilie. Sinon, ils ne devraient pas pouvoir procréer. Parce que procréant, si deux hémophiles récessifs, donc qui ne sont pas hémophiles, mais qui ont le gène récessif de l'hémophilie dans leur corporalité, se marient, ils ont presque 90 chances sur 100 d'avoir un enfant hémophile. Parce que les deux facteurs récessifs, s'ils apparaissent chez l'enfant, ils deviennent dominateurs et l'enfant est hémophile. Alors, si on regarde pour plusieurs formes de maladies, pour plusieurs formes de dégénérescence physique, qui, évidemment, nuisent à l'expressivité des énergies supérieures. Évidemment, on a des problèmes, des pathologies physiques génétiques qui regardent les pieds, la malformation des mains ou du cœur. Ce ne sont pas des problèmes très graves, mais pour le renforcement de la race, ce serait préférable qu'on vérifie lors des mariages la génétique de l'homme. Maintenant, au niveau cérébral, là, c'est très important parce que c'est ce contexte-là surtout qui va permettre à l'énergie de pouvoir être exprimée dans le contexte matériel. Alors, disons que l'individu qui se réincarne, normalement, devrait se réincarner dans un corps supérieur. La majorité, c'est ce qui va leur arriver, sauf si, dans le temps, l'être humain n'est pas suffisamment mental pour faire attention à sa progéniture, de façon à procréer des êtres supérieurs. Donc, s'il n'est pas suffisamment mental, la majorité des êtres humains vont être biologiquement supérieurs, mais de temps en temps, tu auras un ramassis de facteurs récessifs inférieurs qui pourront apparaître chez un enfant, donc tu auras un enfant débile à la naissance. Et là, évidemment, il y aura incarnation à l'intérieur de cet enfant-là, alors ce qui fait que tu as quelques chances qu'un individu, disons selon son énergie, naisse dans un corps qui n'est pas tout à fait approprié à l'évolution des énergies supérieures, mais on s'en fout. Parce que toi, quand tu vas te réincarner, disons, dans 40 individus. Et il y aura 40 individus en même temps que toi qui se réincarneront des individus psychologiques. Donc, il y aura fusion des personnalités réincarnatives dans le début, c'est que d'une phase chez l'enfant, et si ce n'est pas fait, tu auras des problèmes de personnalité pluralitaire. Et si toi, une partie de toi est née dans un corps difforme, qu'est-ce que ça a à foutre avec l'évolution de la planète? Parce que 39 autres de toi-même sont dans des corps en parfaite santé, de même qu'un paquet d'autres individus. Alors, ce qui fait que si la réincarnation de Mozart apparaît dans 10 individus, ce
qui est le cas fréquemment où ce que plusieurs individus sont comme Mozart, et qu'il y en a un qui est débile, ça n'a aucune importance en termes d'évolution. Alors, ce qui fait que l'individu qui évolue, qui veut aider l'évolution ou non, ne comprend pas suffisamment le plan évolutionnaire, la trame cosmique, pour arriver à pouvoir... qui se réincarne par après n'a rien à faire avec l'évolution. L'individu qui vit présentement n'a rien à faire avec l'évolution. Il ne l'a pas entre les mains, il ne la voit pas, il ne la perçoit pas et il ne peut pas la connaître. L'individu qui connaîtrait le plan de l'évolution, qu'est-ce qu'il connaîtrait dans la réalité, ou qui connaîtrait ce plan dans la réalité, ce serait l'homme psychologique, qui évidemment, comme ça s'est déjà passé à l'époque des Adamiques, ou 2 fois dans l'humanité lorsqu'il y a eu, disons, décadence, on peut dire, c'est-à-dire qu'un plan supérieur s'est marié trop vite avec un plan inférieur planétaire, et le plan supérieur s'est trouvé être trop diminué dans son énergie expressive. Donc, il y a eu décadence, disons, de l'homme adamique quand il s'est mélangé à l'homme planétaire. Est-ce qu'on pourrait dire qu'à ce moment-là, il aurait baissé son taux vibratoire? À cette époque-là, oui, on peut y revenir après si tu veux. Alors, ce qui arriverait simplement, c'est que l'individu psychologique qui prendrait conscience du plan, de la trame cosmique évolutive, déciderait, pour aider Dieu, comme ça s'est passé à cette époque-là, de transformer cette trame. Alors donc, l'être humain ne peut pas connaître le plan d'évolution, donc il ne l'a pas entre les mains, il ne peut le manipuler. L'être humain conventionnel, l'être humain psychologique, la masse, et même l'individualité. Alors automatiquement, l'être n'a qu'à faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire à faire ce qu'il peut faire dans le marasme psychologique. Et lorsque son énergie mentale devient un peu supérieure et qu'elle commence à, disons, à pouvoir s'exprimer en étant moins colorée par l'énergie de l'astral, alors automatiquement, l'être humain va finir par, non pas manipuler la trame cosmique, mais découvrir les chemins où il y a plus de facilité, où il y a plus d'énergie pour pouvoir les suivre, au lieu d'essayer de créer ces chemins énergisés, chemins qui existent déjà, mais qui refusent de voir. Bon, alors ce qui fait que l'individu n'a qu'à vivre ce qu'il a à vivre, et au niveau de l'évolution, il n'y a aucun problème, on s'occupe de tout pour lui. Est-il très important qu'une personne qui veut transformer sa génétique ou ses cellules se maintienne en forme physique par un certain conditionnement ou exercice comme le jogging ou marcher, et cela à chaque jour? De toute façon, tout le monde fait du jogging tous les jours, ceux qui n'ont pas de tour en tout cas. Cours après l'autobus. La génétique évolutive chez l'être humain, c'est évident que c'est important une santé physique, une souplesse physique et différents phénomènes physiques. C'est évident que pour la race, c'est nécessaire. Parce que sinon, la race, physiquement, va finir par diminuer. Et c'est pour ça que l'être humain, présentement, est toujours assujetti au plan des guerres, au plan de la survie, des tremblements de terre, des cataclysmes, etc., pour pouvoir toujours se rappeler que son corps physique est ce qui est le véhicule d'expressivité des énergies. Et plus il est en forme, plus il est adéquat, plus il y a des possibilités d'expressivité. Maintenant, de dire que pour évoluer, l'individu doit faire du conditionnement physique, que l'individu doit s'arranger, encore une fois, il y a suffisamment d'individus qui s'occupent du plan physique pour faire en sorte que les enfants qui vont naître aient un corps physique adéquat. Alors disons que ce n'est pas un critère d'évolution. C'est un critère d'évolution collective, mais ce n'est pas un critère d'évolution personnelle. Par contre, c'est sûr, encore une fois, que l'individu a moins de problèmes psychologiques s'il n'est pas angинeux, s'il n'a pas de cirrhose de foie et s'il n'est pas malade. Cela va de soi. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'il faut bien comprendre aussi que l'importance de la mutation génétique chez l'homme, c'est une mutation cérébrale. Et l'être humain qui ne s'occupe pas de son physique, s'il mute son cerveau, ses enfants seront suffisamment intelligents pour eux s'occuper de leur physique. Alors, ce qui fait que c'est une mutation cérébrale qui est importante. Autrement dit, une mutation qui va permettre l'expressivité d'énergie mentale. Autrement dit, une mutation qui va permettre au cerveau d'avoir une conductibilité beaucoup plus électrique que biochimique telle qu'on la connaît présentement. Ce qui va amener le système nerveux à être, on l'a déjà vu souvent, plus myélinisé, donc plus isolé, ce qui va éliminer les perturbations de l'astral quand le mental va vouloir s'exprimer. Alors disons que ça, je ne reviens pas là-dessus, on a déjà vu en conférence spéciale justement. Alors ce qui fait que la génétique, la mutation génétique, c'est une mutation qui est beaucoup plus importante au niveau du cortex cérébral, du thalamus, de l'hypothalamus, du cervelet et de tout le schéma cérébral, c'est là. L'individu qui est chez lui, qui est en chaise roulante et qui a un potentiel cérébral adéquat, va évoluer dans le temps aussi bien qu'un individu qui est normal. Et si lui, même s'il est handicapé, enfante, l'enfant n'aura pas nécessairement la tare physique,
Surtout, ça peut être une tare acquise, un accident ou quelque chose dans le genre, comme ça peut être une tare qui était déjà là par la génétique. Alors, si on fait attention par après de mixer des individus, disons que c'est une tare acquise, il n'y a aucun danger, tu as perdu les deux jambes lors d'un accident de train, alors ce qui fait que ton enfant n'aura pas deux jambes en moins. Hein? C'est plus dur à transformer la mémoire physique, la mémoire psychologique, une chance, sinon l'enfant naîtrait deux jambes en moins. Alors, ce qui va arriver, c'est que si tu as tu es assis dans une chaise roulante et que tu as une mutation cérébrale qui s'opère, si tu engendres, l'enfant aura une mutation cérébrale potentielle plus évoluée que la tienne à ta naissance. Et lui devra donc continuer à faire le travail. Si c'est une tare physique qui était congénitale, donc qui était génétique, alors automatiquement tu peux enfanter, il ne sera pas nécessairement comme toi, au niveau physique, il a des possibilités au niveau mental. Si tu engendrais avec une autre personne qui avait les facultés mentales nécessaires et qui n'avait pas de tort physique si possible, de toute façon, par après, il faudra simplement vérifier est-ce que la progéniture naisse de parents qui n'ont pas les torts physiques et par contre qui ont les bonnes potentialités au niveau du cerveau. Prenez un exemple génétique. Vous êtes tous perdus dans un désert à un moment donné et où il y a une terre qui est bonne et je vous fournis tout un sac de grains, disons du maïs. Vous plantez le maïs, vous arrosez, il y a de l'eau, tout va bien, et le maïs pousse. Mais je ne vous refournis plus jamais de maïs. Alors, la majorité des individus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller récolter le maïs, ils vont ôter les grains du maïs, et ils vont replanter des grains, ils vont en manger d'autres. Ils vont évidemment manger les plus beaux grains, les plus nourrissants, les plus consistants. Ils vont donc replanter le reste, et ils vont se nourrir des meilleurs grains. Ce qui est normal, concevons-le. Écologiquement et évolutionnairement, ce serait une stupidité. Parce que les grains que vous allez replanter sont les grains qui sont les plus mauvais. Et les épis qui vont naître de grains mauvais. Et de ces épis-là, vous allez manger les meilleurs pour replanter les mauvais. Et des épis les meilleurs pour replanter les mauvais, ce qui fait qu'après 50 années ou 50 générations d'épis, vous avez des épis sèches. Alors, la génétique, elle est importante chez l'homme aussi. Planter les meilleurs et manger les autres. Et les grains de l'année suivante, les épis vont être plus forts. Tu plantes les meilleurs. Et les grains de l'année suivante vont être encore meilleurs. Et c'est la même chose pour la race humaine. Alors, la génétique est extrêmement importante parce que le corps qui exprime l'énergie est celui qui permet l'évolution dans la réalité de l'évolution spatio-temporelle, l'énergie physique. Alors, ce qui fait que, présentement, c'est l'énergie mentale qui doit être mutée, et cette énergie mentale-là doit donc être transmise dans la génétique, et cette génétique-là, on doit faire en sorte toujours que deux individus qui ont les plus de choses similaires ensemble puissent engendrer ensemble, parce que c'est les caractères dominants qui paraissent chez toi que je veux, et les caractères dominants qui paraissent chez un autre que l'on veut pour l'évolution de la race, et si vous engendrez, c'est ces caractères dominants-là qui vont avoir une tendance à apparaître. Et si on engendre encore et encore de cette façon-là, donc une façon mentale, ce n'est pas un amour psychologique, tu ne te maries pas par amour psychologique, tu te maries par intelligence, tu engendres par intelligence, et si tu aimes ça, tant mieux, mais ce n'est pas le critère de base de l'évolution dans le plan mental. Et automatiquement, par la génétique, tu finis par avoir une race qui, évidemment, est supérieure. Le continent nord-américain, l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis, pourquoi est-il le continent qui a vu une supériorité sur tous les plans? Parce que c'est le continent qui a vu le plus gros mélange racial. Et c'est normal que ce continent-là apparaisse. Le Québec, lui, il a en essence une différence, et c'est pourquoi c'est une terre privilégiée, au même titre que la Chine a déjà été privilégiée, au même titre que d'autres peuplades, simplement que c'est une région où les individus qui naissent dessus sont manipulés, captés par l'énergie tellurique de la place, ce qui empêche leur adaptation aux énergies malsaines telluriques du reste de la planète. Cela veut dire que les Américains viennent chez nous et les Américains s'en vont. Et ils ont des habitudes québécoises. Mais le Québec parle français. Les Chinois viennent chez nous, les Japonais viennent chez nous et ils s'en retournent et ils ont des habitudes québécoises. Mais on reste québécois. Le Japon a été une terre privilégiée dans l'évolution de l'homme. La Chine aussi, l'Inde, il y a de ça évidemment extrêmement longtemps. Les Chinois ont conquis les Japons. Les Anglais ont conquis les Japons. Les Portugais ont conquis les Japons. Les Espagnols ont conquis les Japons. Et tous ceux-là ont conquis les terres japonaises. Ils ont amené leur religion. Les Jésuites ont tout manipulé. Et les Japonais sont restés samouraïs, sont restés avec la loi du Bushido. Ils ont gardé leur tradition. Jusqu'à la dernière guerre mondiale, ils ont gardé leur langue, le Shinto comme religion, que le bouddhisme. Et par contre, on pratique les arts martiaux partout sur la terre. Tous les pays qui ont conquis
ont été conquis par le pays conquis. Alors, moi, j'arrive, j'impose mes choses, ça marche pas, je m'en retourne, puis je les leurs. Le Québec est une terre exactement comme ça. Tous ceux qui viennent conquérir le Québec ne peuvent transformer le Québec, par contre, sont transformés, puis quand ils reviennent chez eux, ils ont l'apanage du Québec, ils ont l'essence du Québec en eux. Alors, ce qui fait qu'au niveau ésotérique, c'est extrêmement important. Le continent nord-américain a vu la naissance, l'érection d'une race particulière, qui est la 6e et 7e sous-race de la race blanche, donc avant la race du Verseau, avant la race bleue, et cette 6e et 7e sous-race, qui est évidemment la nôtre. On dit qu'on est la 5e, on est descendant teutonique, mais on n'est plus la 5e, la génétique a transformé ça, on est telluriquement américain, on n'est plus viking, pour la majorité d'entre nous qui font partie de la 5e sous-race qui est teutonne, évidemment. Alors, ce qui fait que présentement, on est une race américaine, et au Québec, telluriquement, l'endroit même, surtout le bouclier laurentien, bouclier canadien, qu'est-ce qu'il a à faire, qu'est-ce qu'il a à offrir? Il a à offrir une protection en ce sens que les êtres, les énergies qui descendent là et les énergies qui montent du sol dans ces régions-là font en sorte que la race qui est là est manipulée de telle manière qu'elle ne peut pas réussir, qu'elle ne peut pas être asservie par une autre population, et on ne peut même pas nous-mêmes réussir à prendre les habitudes des autres. On essaie, l'astral, disons collectif, peut manipuler certaines modes dans la population du Québec, mais en fin de compte, ça ne marche jamais. Ce qui fait que le Québec, à un moment donné, devra être séparé. D'ailleurs, il est déjà séparé sur différents plans, et cela devra finir jusqu'à un plan qui sera beaucoup plus dense. Mais présentement, l'individu même qui évolue, la génétique du Québec est une génétique qui est gardée, conservée. Les races extérieures sont les bienvenues, seulement s'ils amènent en eux un potentiel tellurique représentatif de toute la planète, et non pas un potentiel religieux ou spirituel. Ils s'adapteront en Ontario, aux États-Unis. Ce ne sera qu'un passage au Québec, parce que c'est du Québec que sera diffusées les énergies vers l'extérieur. Mais en même temps, Daniel, on peut aussi remarquer qu'au Québec, il y a moins de mélange de races qu'il y a aux États-Unis. Maintenant, il y en a de moins en moins. C'est normal parce que la race du Québec doit se purifier. Elle a eu des mélanges, il y a encore des mélanges acceptés, sauf qu'il y a de moins en moins de progéniture pour éviter certains phénomènes, et la race du Québec devra de plus en plus être une race qui sera fortifiée. C'est une race nordique parce que le froid et le chaud fortifient. C'est une race qui oblige, c'est un continent, un endroit qui oblige le mental à travailler pour le nom de l'astral, à lui bâtir une sécurité de logement qui résiste. Hein? Si tu vas par exemple en France, il fait 15 degrés sous zéro et tout le monde meurt gît dans leur maison parce que les maisons n'ont pas été construites suffisamment solides ou suffisamment isolées en fonction de certains climats. Ici, on est obligé de les faire plus solides, de les faire plus résistantes à cause des conditions. Nos véhicules sont plus résistants à cause des conditions et l'être humain lui-même est plus résistant. On a l'idée de la race teutonne, la race viking, qui d'ailleurs a été les premiers colonisateurs avec la race chinoise, qui est la 4e sous-race du continent nord-américain. Il y a de cela, disons, très très longtemps, bien avant, évidemment, l'arrivée d'Americo Vespucci, celui qui a nommé Amérique, et de Jacques Cartier, Christophe Colomb, tout cela. Alors, si tu regardes simplement, ces individus sont venus ici, attirés par certaines formes d'expressivité. D'ailleurs, le continent de la Terre Blanche, originellement, où ont été placés, disons, les descendants de ce qu'on appelle ésotériquement les seigneurs de la Lune, ont été placés dans une région tellurique et qui est extrêmement proche de la région du Québec et d'une partie de l'Ontario. Ce qui fait que les individus même qui sont venus de ces races-là, les individus nordiques, les Mongols, les Chinois, les Soviétiques, de même que la race européenne, la race blanche, et évidemment la race viking, la race teutonne qui est une partie de la race blanche, qui est la 5e sous-race, sont toutes des races qui ont pu voir leur évolution accélérée par le froid. C'est-à-dire qu'ils ont dû travailler différemment et ils n'ont pas migré vers le sud. Ils sont restés dans le froid. Maintenant, évidemment, selon les potentiels génétiques, certaines races vont se grouper en tribus de par l'attraction, l'amour de leur décadence, ce qui peut être le cas des Inuits, ce qui peut être le cas de différentes peuplades, et on a vu d'autres peuplades qui se sont organisées, orchestrées, avec des religions différentes, avec un contrôle de la nature différent, ce qui a été évidemment, disons, l'apanage de tous les Indiens d'Amérique.
et qui ont été mélangés au teuton et tout cela. Alors, si on regarde simplement, présentement, la race du Québec est une race qui va subir des froids, qui connaît la neige et qui n'a pas le choix de connaître la neige. Ce n'est pas, évidemment, l'individu en lui-même qui doit souffrir la neige, mais la collectivité n'a pas le choix. Et c'est une race, d'ailleurs, si on regarde simplement la région tellurique attractive, celle qui pourra le plus recevoir le contingent génétique humain solide pour pouvoir exprimer l'énergie supramentale, donc la rendre matérielle, cette énergie-là, bien évidemment, c'est dans une région encore plus froide que ce qu'on connaît à Montréal. Une région qui est montagneuse, une région qui est blanche. Un jour, elle se réchauffera, mais en attendant, elle doit être froide. Pour différents motifs, disons que je ne peux pas parler présentement. Alors, ce qui fait que la race génétique même est renforcée, elle est fortifiée par le contexte tellurique, et le contexte tellurique s'exprime, est attiré par différentes énergies qui vont être de surface, les énergies solaires qui sont captées par les arbres, par l'extérieur, ainsi que toutes les énergies solaires, évidemment, c'est de l'énergie vitale, les énergies psychologiques, les énergies mentales et supramentales, qui vont être reliées au plan de surface planétaire, ce qui va attirer une forme d'énergie tellurique qui va être capable de dynamiser l'homme pour que l'homme puisse arriver à un moment donné à comprendre, être conséquentiel, être un homme du verso, un être conséquentiel qui verra le plan divin, c'est-à-dire qui verra la trame cosmique et il pourra prendre une décision parce qu'il connaîtra toutes les conséquences de ses décisions. Et pour ce faire, l'homme ne doit pas souffrir la fatigue. L'homme doit... Il y a plusieurs contextes, disons, que je veux passer par-dessus pour l'instant, qui sont reliés à l'énergie tellurique qui va venir fortifier l'homme et fortifier la race. La génétique est transformée par de l'énergie vitale, premièrement. Et une énergie matérielle très très proche de l'énergie vitale et qui est employée par les forces basses de l'astral, ce sont l'énergie, évidemment, c'est l'énergie radioactive. L'énergie radioactive a un potentiel, elle n'agit pas sur le corps humain, elle n'agit que sur la génétique des cellules de l'homme. Ce qui fait que l'énergie, une bombe nucléaire, évidemment, il y a un effet de choc, donc comme une bombe conventionnelle à la TNT, qui balaye. Tu as un effet, disons, de lumière, évidemment, qui va précéder l'effet de choc. Tu as le souffle, tu as la chaleur, évidemment, qui attaque le corps physique, et tu as la radioactivité qui n'attaque pas le corps physique. Et elle n'attaque que la génétique. Donc, elle amène l'individu à muter. Évidemment, c'est une mutation qui est involutive. Un individu muté par la radioactivité est un individu qui ne peut pas engendrer une progéniture évoluée. En ce sens, l'évolution biologique, la biologie a raison de dire que toute évolution chez l'homme ne peut qu'amener l'homme à être pire. Mais c'est une évolution qui est faite par l'énergie normale. Une énergie, disons, qui est du contexte planétaire, et non pas une énergie qui va être du contexte extraplanétaire, qui amène en elle de l'information extérieure. L'énergie supramentale, c'est de l'astral galactique. Alors, ce qui fait que l'énergie, disons, mémorielle ou l'énergie supramentale a connu l'expérience de la planète Terre, donc pour l'homme, elle est une intelligence active. Alors, ce qui fait que l'énergie même de la mutation vitale, l'énergie tellurique est de l'énergie vitale. Il y a trois sortes d'énergie vitale, l'énergie tellurique, l'énergie solaire et l'énergie de synthèse qui est amenée par l'homme. Alors, si l'individu se place dans un endroit particulier de la planète, endroit qui change selon différents phénomènes géographiques sur la planète, alors ce qui fait que l'individu, dans sa progéniture, aura un code génétique qui sera protégé, qui sera renforcé énergétiquement, non pas par l'énergie supramentale, par l'énergie de la planète. C'est la planète qui évolue, c'est pas l'homme. L'énergie supramentale n'évolue pas chez l'homme, elle évolue chez l'homme. Et l'homme évolue parce qu'il est en contact avec. Hein? Alors, ce qui fait que l'énergie supramentale ne vient pas préserver le code génétique. Il ne peut que faire en sorte que l'individu chemine sur le contexte géographique pour arriver dans un endroit particulier et sans savoir ce qu'il fait là, il vivra là. Mais l'énergie tellurique, et c'est pourquoi que disons que le bouclier, une région du Québec, est extrêmement importante, je ne vais pas trop en dire là-dessus pour l'instant, mais disons que c'est suffisant. Elle est importante, pourquoi? Parce qu'elle va finir par codifier, par renforcer le code génétique, ce qui fait que l'évolution, disons, améliorée de la race humaine dans cette région-là sera assurée par la planète elle-même. Et tu seras évidemment à l'abri des perturbations radioactives qui, évidemment, ne peuvent faire en sorte que de ramener l'homme à une espèce d'expressivité biologique et physique complètement décadente et, disons, dégueulasse, si on prendrait le terme humain. Pourriez-vous nous parler des mages de Sion? Pourquoi ce sujet est-il interdit par les gouvernements? Bon, mage. Magicien. Le prieuré de Sion. Ben, je vais en parler, mais encore une fois, je veux surtout expliquer pourquoi que je ne veux pas en parler. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi de répondre à cette question. La majorité des phénomènes évolutifs chez l'homme, si on regarde par exemple les grands maîtres, j'ai expliqué que les grands maîtres s'étaient fait avoir parce que les grands maîtres avaient, disons, atteint une espèce de fusion
de différentes corporalités avant terme, c'est-à-dire que l'être humain qui fusionne ne doit pas fusionner l'énergie supramentale en descendant, il doit être en relation avec l'énergie supramentale, travailler dans un deuxième plan supramental après avoir évidemment fusionné, disons, dans le travail les plans planétaires, c'est-à-dire que l'être humain, on parle de bilocation, avant on a une quadrilocation qui doit être accomplie par l'être humain doit travailler sur le plan physique, vital, astral et mental, donc le plan planétaire, et non pas comme l'homme psychologique le fait. L'homme psychologique croit être tout cela, mais l'homme psychologique n'est pas tout cela, et quand le corps physique a son travail à faire et qu'il le fait, et qu'il en a de même pour les autres plans, il y a donc quadrilocation. Il y aura donc, disons, consensus des plans planétaires chez un individu, et il y aura une espèce, disons, de fusion du plan planétaire. Ce qui n'est pas une fusion dans le sens, disons, que l'on parle présentement. C'est plutôt une espèce d'assemblage d'énergie qui pourront travailler en collaboration sans être détruites pour ne faire qu'une. Et par après, on aura donc, quand on aura ce consensus du plan planétaire, on aura contact avec une énergie extraplanétaire et automatiquement l'individu devra finir par pouvoir travailler et dans le plan planétaire en consensus avec les 4 plans planétaires et dans un plan extraplanétaire, ce qu'on appelle donc une bilocation. Mais avant d'être bilocalisé, on doit découvrir la quadrilocalisation, ce qui fait qu'on devrait trouver intelligent l'utilité du corps physique, du corps vital, du corps astral, du corps mental, et non pas dire psychologiquement « Ah, je veux être supramental et puis je veux, etc., etc. » Bon. Alors, ce qui fait que l'individu même qui arrive à connaître l'énergie supramentale ne doit pas atteindre la fusion. Parce que sinon, il prend l'énergie supramentale avec les énergies planétaires et il en fait un corps. Et ce corps n'a pas le potentiel d'attraction suffisant pour attirer l'énergie, disons, du plan supérieur au supramental, des 2 autres plans d'énergie, ce qui fait qu'il est fusionné. Et il devra être relégué dans l'Agartha, c'est-à-dire avec les maîtres du monde, donc avec ceux qui ont, et c'est l'occurrence, disons, les forces sataniques de l'Agartha et du prieuré de Sion, il sera un autre qui essaiera de faire en sorte que l'humanité évolue et que l'humanité fusionne avant terme avec l'énergie supramentale, ce qui amènera plus d'individus à venir rejoindre le clan des maîtres, et lorsqu'ils seront suffisamment nombreux, ils pourront attirer vers eux l'énergie divine qui viendra briser leur fusion, qui viendra travailler avec cette énergie-là, l'énergie bouddhique et divine, et lorsqu'ils seront reliés sur les 7 plans, ils pourront fusionner, ce que le Nazaréen a fait, et c'est le seul d'ailleurs à l'avoir fait. Alors, ce qui fait que le prieuré de Sion est une forme d'énergie, disons, très viable, très vivante, qui est sous certains gouvernements. D'ailleurs, Adolphe a été libéré de prison par des individus du prieuré de Sion, et évidemment, il a manipulé le contingent, disons, de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Ce contexte d'évolution est un contexte qui tend à amener l'individu, la planète, dans un âge de fer encore plus ardent, c'est-à-dire qu'il tend à précipiter l'apocalypse de l'homme pour que l'homme tente à vouloir se mettre en contact avec l'énergie mentale et supramentale et que l'homme, au plus maudit, se fusionne avec ces énergies-là pour enfin avoir la paix. Dans le début, certains éducateurs vont effectivement enseigner qu'il y a fusion supramentale à un moment donné pour que les individus se réveillent. Si l'on parle trop rapidement de trop loin, on décourage l'homme psychologique qui ne fera pas le cheminement vers cet état de choses. Mais, à un moment donné, le prieuré de Sion devra être combattu par d'autres entités qui sont beaucoup plus de l'ordre, disons, de Lazare, du comte de Saint-Germain et de d'autres individus, disons que je vais taire les noms, et eux autres auront à lutter contre le prieuré de Sion, qui est une espèce de plan de dynamisation du plan astral, et qui ne tend qu'à amener les individus collectifs à grossir le rang des maîtres pour former une masse suffisamment puissante pour attirer l'énergie qui, normalement, peut être attirée par une humanité conventionnelle normale, qui découvre le plan mental, qui travaille en relation avec le plan mental, qui découvre le plan supramental, qui travaille en relation avec le plan supramental, et qui continue son cheminement jusqu'au plan divin qui fusionnera là. La densité humaine, la masse humaine mentale est suffisamment puissante pour attirer sur la planète l'énergie supramentale. La masse supramentale humaine est suffisamment puissante pour attirer l'énergie divine, ou l'énergie bouddhique. Mais s'il y a fusion avant, il n'y a plus relation entre l'énergie, disons, mentale et supramentale, ou supramentale et bouddhique. Pourquoi? Parce que l'énergie supramentale n'est plus d'ordre supramental, elle est maintenant une nouvelle forme d'énergie reliée au plan planétaire. Lorsqu'il y a fusion d'un individu du plan supramental au plan planétaire, il ne fait que descendre l'énergie supramentale dans le plan planétaire, ce qui fait qu'à la longue, si la collectivité le fait, il y aura 5 plans inférieurs
le plan supramental, mental en descendant. Il n'y aura plus 4 plans et 3 extraterrestres, il y aura 5 plans planétaires et 2 extraplanétaires. Et ce qui n'est pas le schéma normal d'évolution d'un contingent, disons, évolutionnaire comme celui de l'homme. L'homme a 7 degrés d'énergie à pouvoir exprimer dans la matière et il travaille présentement en fonction d'une énergie mentale. On l'appelle supramentale, mais pour la collectivité, ce n'est que de l'énergie mentale qui est réellement en train d'être transformée et d'être augmentée dans le plan de l'homme. L'homme, disons, l'ajusteur de pensée, c'est un phénomène mental qui relie l'énergie supramentale à l'énergie de l'ego, qui va ajuster. Maintenant, dans les ajusteurs, évidemment, on a l'ajusteur psychologique qui va entrer en fonction bien avant l'ajusteur de pensée. L'ajusteur psychologique est celui qui va ajuster le plan entre le plan mental et le plan psychologique. Et l'ajusteur de pensée va régir le plan psychologique de façon à ce que l'énergie supramentale puisse rejoindre l'ego. Mais l'ajusteur de pensée est celui qui va servir de tampon, disons, d'ajustement entre l'énergie supramentale et l'énergie mentale. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, alors on parle d'ajusteur de pensée en nommant l'ajusteur psychologique ajusteur de pensée, pour faciliter, disons, la compréhension. Et il y a évidemment les ajusteurs de pensée personnalisés, expérimentés, et les ajusteurs collectifs. Et évidemment, présentement au Québec, les individus qui sont reliés à un ajusteur de pensée sont reliés à l'ajusteur collectif et non pas à un ajusteur personnalisé. Ils n'ont pas d'utilité dans l'évolution de l'homme, dans l'évolution planétaire, pour qu'ils aient un ajusteur personnalisé. Présentement, ils n'ont pas suffisamment de masse, donc d'énergie mentale et autres, pour attirer un ajusteur personnalisé. Ils ont un ajusteur de pensée qui est un ajusteur collectif. L'individu qui fusionne avant terme, donc, rejoint le clan des maîtres dans l'Agartha, et il aura donc intérêt, évidemment, à accélérer l'évolution de l'humanité pour se libérer. Donc, en ce sens, il est d'ordre yavique. Il accélère le processus d'évolution planétaire pour faire en sorte que l'évolution planétaire amène l'homme à se fusionner avant terme pour créer une nouvelle race sur la planète Terre, une race vachement plus évoluée que ce qu'on connaît présentement, mais vachement plus évoluée que ce qui pourrait être, et ça, on ne le dit pas. Et ce contingent se fera une masse suffisante pour attirer en même temps, du même coup, les énergies divines et bouddhiques, ce qui, normalement, devrait permettre l'éclatement de l'œuf supramental, c'est-à-dire de l'être nouveau. Parce qu'une fusion, ce n'est pas une acceptation ou un travail en collaboration. C'est un mélange global et complet qui détruit ce qui existait pour naître en autre chose. C'est une fusion. Et des êtres fusionnés sur la Terre dans un corps physique, on n'en connaît pas. Par contre, on croit en connaître. Mais en réalité, ils sont sur un processus de fusion qui n'est pas une fusion complète. Ce n'est pas une fusion d'énergie supramentale, mentale, vitale, astrale et physique pour créer une nouvelle forme d'être. Les êtres qui ont passé par cet état de choses, et Lazare a failli passer, mais il a été guidé par le Nazaréen, et ces êtres qui ont passé par ces états de choses sont pris maintenant parce que leur potentiel vibratoire n'attire plus l'homme et ils n'attirent plus non plus les énergies extérieures. Et ils ne sont pas attirés par l'énergie extérieure, donc ils sont reliés dans le plan planétaire où ils resteront à l'intérieur de ce plan-là tant qu'ils ne seront pas libérés. L'énergie supramentale, c'est une énergie qui reste temporelle. Une temporalité et une spatialité complètement différentes de ce que l'on connaît, nous, dans notre plan psychologique et mental, ce qui nous laisse dire qu'elle est inspatiale et intemporelle. Mais aucune énergie de ce type ne peut venir s'exprimer chez l'homme. Toutes les énergies qui voudront s'exprimer par l'intermédiaire de l'homme seront des énergies involuantes, donc descendantes, et non pas ascendantes comme l'homme se trouve à l'être, étant donné qu'il est en contact avec ces énergies, et ce sont des énergies qui restent reliées au plan spatio-temporel. Alors, ce qui fait que le prieuré de Sion et l'Agartha, donc les grands maîtres, tentent à faire évoluer l'homme jusqu'à un palier où l'homme devra être manipulé de façon à ce qu'on n'ait plus de maîtres. Et on rejoint donc le clan des maîtres pour arriver à permettre à l'humanité d'évoluer. Si l'humanité évolue de cette façon, il y aura évidemment évolution au même titre que s'il évolue d'une autre façon. Ce n'est pas, il n'y a pas de frein dans l'évolution. Mais l'expérience de la planète Terre n'est pas une expérience qui... on n'a plus le temps de toute façon. Alors, l'expérience planétaire est une expérience qui se veut différente de d'autres plans galactiques, sinon elle n'aurait pas eu lieu. Et l'expérience des maîtres est une expérience qui a déjà été vécue sur d'autres planètes.
Et l'expérience planétaire n'a pas comme vocation de recréer une expérience déjà vécue. Et l'être humain qui devra se finaliser dessus devra connaître les autres plans avant la fusion pour fusionner. Et sur d'autres planètes, on a déjà eu l'évolution typique des grands maîtres, et cela ne doit pas se recréer sur cette planète. C'est simplement la raison pour laquelle ce n'est pas ce qui va arriver. Et évidemment, le priori de Sion et l'Agartha est de plus en plus satanique, même si un jour ils ont été yaviques. Et le priori de Sion est, disons, l'expressivité matérielle, manipulative d'êtres qui, eux autres, réellement viennent exprimer ce que l'Agartha veut faire. Et ils sont réellement dangereux. On n'en parle pas plus. Alors, on prend une autre pause de 15-20 minutes, on vous revient tantôt.